Surpris par la nuit. Qu'est-ce que vous en pensez, madame? Qu'est-ce que vous en pensez? Moi, je pense qu'elles ont raison. Elles ont raison? Oui. Et pourquoi vous n'allez pas marcher avec elles? Parce que j'ai passé l'âge. Non, un petit moment. Elle est en train de me prendre en photo. Ce qu'ils disent, qu'est-ce que c'est? Pour l'avortement libre et gratuit et une information pour la contraception. Ils ont qu'à pas baiser. Vous n'avez pas baisé, vous? Si, mais on fait attention. Toc. Comment? On me dit, je vais pas vous l'apprendre, non? Hein? C'est blague. Oh. La capote si feignante, quand c'est fini, hop, se lever. D'accord. Hein, c'est pas vrai, ça? Vous me regardez, hein? Vous n'avez pas suivi ça, hein? La première fois qu'on a eu des rapports, ça s'est passé comme une information. Au commencement, il y a le porte-à-pack, première unité de vidéo légère, demi-pouce, lancée par Sony sur le marché américain en 1965. Cette même année, à New York, grâce à une bourse de la fondation Rockefeller, Nalwood Peck achète l'un des premiers porte-à-pack et l'inaugure en enregistrant le trajet en taxi de son atelier au café new-yorkais Ogogo. Il devient rapidement le chef de file de l'art vidéo. De l'autre côté du continent, il faut attendre 67 pour que le porte-à-pack fasse son apparition. 68, Jean-Luc Godard, Chris Marker et Alain Jacquet manipulent les premières caméras Sony demi-pouce pour réaliser des tracks brutes diffusés sous la forme d'un magazine, Vidéo 5, dans la librairie de François Maspero. 68, Alain Jacquet toujours, du service de la recherche de l'ORTF, installe à l'université Paris 8 et à l'école des Beaux-Arts de Paris le premier équipement en quart et demi-pouce, permettant le tournage et le montage en 1 pouce, en PEX puis IVC. Très rapidement, en Europe, comme sur le continent américain, des collectifs vidéo apparaissent. En France, en 70, ce sont les Rossopolos, Carole et Paul, qui allument la première mèche avec Vidéo Out. Suivront d'autres vidéastes libres. Voilà, ça c'est une bande. Une bande, simplement, avec ce mobile. Ça, c'est de l'OIJ. Et en plus celui-là, il va falloir que je le parle parce que je vais le voir. En France, on a démarré par le 431 lignes. Après, il y a eu le 819. Vidéo Out, et maintenant, c'est le 625. Vidéo 00, les Sans-Fleurs, Vidéa, les Insoumises. Naissance et illustration des premiers groupes d'intervention vidéo. La haute définition était en 1250. Une émission de Yael Mandelbaum, Julien Marant et Manouchak Fachaï. Écoutez, ça y est, ça change maintenant, nous sommes derrière. Nous sommes derrière, les gardes mobiles, ça pleut dans tous les sens. C'est épouvantable, ce sont des dizaines, des centaines de cailloux, de pavés qui volent maintenant. Des voitures se rebrouillent. Ah, la vache, pousse-toi. Dans la main, il y a 2 voitures, 4 voitures. D'abord, ce qu'on peut dire, c'est que les années 70, c'était après mai 68. Carole Roussopoulos. Soit aux États-Unis, tous les mouvements étudiants, etc., de Berkeley et ailleurs. Donc, je crois que ce que vous appelez cette vidéo d'intervention, vidéo militante, ça correspondait à ce besoin de continuer à prolonger un peu toutes ces luttes et cette prise de conscience. On avait envie de faire des films. Moi, j'étais dans l'état d'esprit où je fais de la critique en attendant de faire des films, un peu comme les gens de la Nouvelle Vague qui avaient montré cette voie possible d'accès à la réalisation. Jean-Paul Fargier. Et puis, après 68, faire des films, c'est faire des films politiques. Ouais. Si on a une conscience politique, le reste, c'est de la distraction. On vomit tout ce qui est spectacle, donc on veut participer aux luttes en faisant des films, en soutenant, en montrant les luttes, en traitant des cas d'exploitation, en traitant des cas de résistance. En fait, et on s'inscrivait dans une mouvance gauchiste, nouvelle gauche. On était contre les appareils syndicaux. Donc, partout où il y avait des grèves spontanées, on allait les soutenir. On n'allait pas soutenir une grève très encadrée par la CGT.
On était vraiment marginaux parce qu'on avait deux ennemis, quoi. C'était la bourgeoisie au pouvoir, Marcellin, Pompidou, et puis de notre côté, c'était le Parti communiste, le Parti socialiste. On se radicalisait toujours plus et faire des images des luttes les plus radicales, comme l'IP, toutes les grèves autogestionnaires nous intéressaient. Quand les ouvriers en lutte réinventaient des formes où ils ne dépendaient pas d'un central à Paris, c'était vraiment des petits soviets comme ça. Bon, on croyait que c'était ça. Mais c'était ça aussi, oui. C'était très vivant, quoi. Fin 72, les ouvrières de chez Cousseau engagent une lutte pour obtenir le 13e mois. Cousseau veut bien. Il a l'argent, dit-il. Mais il pose une petite condition, que les cadences augmentent. C'était déjà pas tenable. Les ouvrières répondent à Cousseau en baissant ses cadences. Cousseau salaud, le peuple aura ta peau. Cerizay, Vendée, été 73. 95 ouvrières d'une usine de confection ont osé affronter leur patron et le candidaton. Jean-Paul Fargier, est-ce que vous pouvez nous raconter votre première rencontre avec la vidéo? Ça remonte à loin. Donc je crois que c'était chez Godard. J'allais interviewer Godard juste après, à l'automne 68, pour le Tribune socialiste, où j'étais critique, et critique de cinéma. Et là, j'ai vu affairer avec un appareil, autour d'un appareil. Et il y avait, je crois, Fromanger, le peintre, et ils étaient en train de bricoler des images piquées à la télé. Voilà. À partir de là, Godard nous a mis en contact avec quelqu'un qui était aux Beaux-Arts, qui, je crois, lui avait prêté ce matériel. Donc, qui s'appelait Jacquier, Alain Jacquier, voilà. Ça, c'est les premiers noms qui m'ont amené à utiliser la vidéo. Godard étant, à l'époque, très apôtre de la vidéo, disant « arrêtez le cinéma, faites de la vidéo », etc. Bon, voilà. Godard, après 68, voulait plus signer ses films, il voulait se dissoudre dans un groupe politique qui était le groupe Dziga Vertov, un hommage à ce grand cinéaste russe, apôtre, lui, presque d'une télévision, d'un cinéma direct, d'un cinéma immédiat, pour retracer les luttes. Et la vidéo, ça nous a servi au départ à faire du cinéma militant, autonome, pas cher, ne dépendant pas des laboratoires. Voilà, on pouvait faire un film en quelques jours. Et moi qui avais une formation de cinéaste par l'IDEC, j'étais toute contente d'apprendre qu'on pouvait avoir cette autonomie de tournage. Donc, Daniel Yegui, j'ai acheté du matériel vidéo portable et je me suis fait former par les gens qui avaient déjà l'habitude de cela. Et j'ai donc appris la vidéo par Carole Roussopoulos, par des amis qu'on appelait les loulous, qui travaillaient autour de Chris Marker, et par d'autres personnes qui m'ont appris les bases. Et après, je suis partie avec des amis tourner. Et avec Jean-Paul Fargier, on a même fait un voyage aux États-Unis, à New York, pour voir ce qui se tournait là-bas aussi en vidéo portable. Et on a ramené un livre qui s'appelait Spaghetti City, parce qu'il y avait tellement de films mélangés et tout, il y avait eu un livre illustré comiquement qui s'appelait Spaghetti City à propos de cette vidéo portable. Et on avait rencontré les gens qui tournaient à New York. C'était tout un mouvement d'autonomie après 68 où on pouvait faire du cinéma à sa guise et en dehors de la télévision, en dehors des normes télévisées, librement avec ce matériel. Parce que ce qu'il faut pas oublier quand même, c'est que avant 1968, il y avait une interdiction totale de tourner sans autorisation et de montrer n'importe quoi sans autorisation. Aujourd'hui, on voit dans les lycées, on peut montrer des films, mais à cette période, avant 68, la police est venue parfois dans des lycées parce que des films étaient montrés. Donc, le fait de pouvoir être si autonome et tourner à notre guise des films, c'était vraiment un grand soulagement et ça ouvrait des perspectives très aventureuses et agréables.
Yvonne Mignot-Lefebvre. Il faut se rappeler que la télévision ne présentait pratiquement pas de documentaires. On pense toujours à 5 colonnes à la une, mais à part ça, il n'y avait pas grand-chose. Hein. Et puis, sur plusieurs tournages, on s'est retrouvés avec des équipes de télévision et elles ne prenaient pas le son. Elles prenaient juste des images et après, vite fait, elles faisaient un commentaire. Donc, on était dans une période où l'image était rare. Et l'image de tous ces mouvements sociaux qui ont agité, qui étaient vraiment très nombreux, hein, et émergeant tous, il n'y avait pas de film dessus. Quand ça montait un peu fort, il y avait des vues télé avec un commentaire. Alors je suis désolée, la prostitution n'est peut-être pas honorable, mais c'est quand même un travail et un métier. Et de toute façon, l'honorabilité, on sait ce que ça vaut, on se demande où elle commence et où elle finit. Ouais, c'est sûr. Et puis de toute façon, maintenant, les gens, ils doivent comprendre réellement que nous sommes vraiment au bord de l'émeute à tout point de vue. Parce que de toute manière, maintenant, il est évident que toutes les filles de France ont compris le truc, ont compris que de toute façon, les pouvoirs publics n'étaient pas systématiquement... Un gendarme, ça voulait pas dire la loi. Maintenant, c'est plus possible. Le gendarme, ça n'est plus la loi. Le gendarme, c'est simplement la répression. La loi, maintenant, en ce moment, on se demande où elle est. Et pratiquement, elle n'existe plus parce que la loi, elle est tout à fait particulière pour tout le monde, alors que normalement, elle devrait être impartiale pour toutes. Alors, ma première rencontre avec la vidéo, ça a été, je pense, grâce à la fois à Continental Distribution, qui distribuait le matériel. On avait lu un article en Inde, comme quoi il y avait une merveilleuse petite machine qui permettait d'enregistrer selon les techniques de la télévision, mais en miniaturisé. Quand on est rentré, on est allé voir chez Continental Distribution ce qu'ils avaient en vente. Et à cette époque, les distributeurs étaient très gentils avec les utilisateurs. Ils nous ont donné plein de bons conseils. Et ils nous ont donné l'adresse de Gary Belkin, qui avait déjà utilisé la vidéo avec un matériel qui avait lui-même été utilisé par Chris Marker au Congo. Et puis, je crois, Jean-Luc Godard aussi. Donc, ils le vendaient pas trop cher. Et on l'a acheté. Et on était 5. Ça pèse au moins 5 kilos et on se baladait avec ça et on était très contents. Mais en même temps, ça marchait très mal. Là, j'ai essayé tout à l'heure de retrouver une ancienne bande vidéo parce que c'était pas encore en cassette, tournée avec cette machine. Bon, l'image était très très faible, très pâle et tout, comme dans Fellini Roma, tout s'est effacé devant moi. Donc, je sais pas si... Enfin, c'était ce qu'on appelle un signal assez faible, quoi. Enfin, c'était de la très mauvaise qualité, mais on était très contents parce qu'on pouvait aller filmer des grèves, filmer des tas de choses avec ça. C'est du demi-pouce, donc il fallait ouvrir avec le bruit que ça vient de faire. Là, je le refais. Et faire passer la bande demi-pouce dans un circuit compliqué. Et quand on l'avait fait passer dans ce circuit, on refermait. Et il fallait encore brancher la caméra et partir à l'aventure. Moi, j'avais eu avant une Bolex à ressort où on pouvait faire des plans de 25 secondes, mais sans son synchrone. Pour la première fois, on pouvait avoir à bas prix, enfin relativement bas prix, du son synchrone. Ce qui a eu beaucoup d'intérêt pour faire des entretiens avec des gens, mais aussi un des avantages, c'est que les films sont devenus parfois trop bavards. Parce qu'on était tout contents de pouvoir avoir du son synchrone. Oui, mais je peux dire quelque chose. Claudine, je peux dire quelque chose. Est-ce qu'on doit discuter de l'agressivité qui règne? Bon, c'est affreux, hein. Moi, je sais pas, j'arrive de ma petite province, je suis effrayée, hein. Mais... Écoute, on veut faire un cinéma féministe, mais c'est pas possible. Ou alors on le fait à deux. Mais oui, je suis d'accord. Alors, oui, mais écoute, pour pouvoir parler ici, il faut gueuler comme dans les réunions de mecs. Alors on m'a toujours dit, au MLF à Paris, ce qu'il y a de génial, c'est qu'on parle doucement. Bon, alors tu vois, c'était faux. Sion 1, Endstation.
Das Zugteam der SBB bittet Sie auszusteigen und verabschiedet sich von Ihnen. But it's too late to say I'm sorry. How would I know? Why should I care? Please don't bother trying to find her. She's not there. Well, let me tell you about the way she looked, the way she acted, the color of her hair. Her voice was soft and cool, her eyes were clear and bright, but she's not there. J'ai oublié de vous dire qu'on s'attendait au sommet, parce que c'est pas une très grande gare. Bonjour. 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 Qu'est-ce que vous voulez boire? De la bière, du pinard? Vous me donnez une seconde? D'accord. Je vais juste là. Et quoi? Et qu'est-ce que vous aimez? Moi, qu'est-ce que de vous l'eau. voulez? Une bière? Well, no one told me about her. What could I do? Well, no one told me about her, though they all knew. But it's too late to say I'm Nous sorry. voici partis sur les traces de Carole et Paul Rossopoulos. Après plus de 30 années tumultueuses, passées entre la France et la Grèce, les voilà installés en Suisse. Carole continue à réaliser des films. L'activisme des années vidéo out souffle toujours. Her voice was soft and cool, her eyes were clear and bright, but she's not there. Vous servez, hein? Moi, je travaillais dans un journal. J'ai été licenciée parce que j'avais mené une petite lutte. Et le jour de mon licenciement, j'étais en larmes, catastrophée, etc. Et Paul déjeunait avec Jean Genet. Et donc, Jean Genet me dit « Non, mais attendez, vous n'avez pas pleuré quand même parce que vous êtes viré d'un boulot, etc. » De toute façon, il existe une machine révolutionnaire qui vient de sortir et grâce à laquelle vous n'aurez plus jamais de patron ou de patronne et vous serez une femme libre. Oh, j'ai dit, mais qu'est-ce que c'est que cette machine? On n'avait jamais entendu, moi j'avais jamais entendu parler de la vidéo. Et Genet me dit, est-ce que vous avez été assez conne pour pas demander un chèque de licenciement? Alors très fière, je sors mon chèque de 3 mois. Il me dit, je pense que c'est exactement la somme qu'il nous faut. Et on est parti, il y avait un seul magasin à l'époque, un boulevard Sébastopol, avec mon chèque, à l'époque on pouvait faire ça. On a laissé le chèque en question et on est sorti avec le portable, la caméra et le deck pour relire, puisqu'à l'époque on pouvait pas relire. Voilà. Et voilà, on est sortis tous les trois avec ces énormes cartons, etc. On est rentrés à la maison et c'est là que Paul a joué un rôle primordial parce que nous on était ni Genet ni moi n'étions et on était incapables de lire en mode d'emploi, etc. Il n'y avait pas du tout de maintenance à l'époque. Ça n'existait pas puisqu'il n'y avait pas de machine. Je pense qu'on a acheté la 2e ou 3e machine à Paris. Paul est arrivé tout de suite à nous câbler tout ça, à comprendre comment ça marchait. Et Genet et moi, on a commencé à filmer le chat au bas de la rue, je me souviens, pour apprendre à faire le point. Ça. Genet, en fait, était très intéressé par l'image. Car ce que les gens savent très peu, c'est qu'il a écrit plus de scénarios de films que de pièces de théâtre. C'est à vous, Agnew, c'est aux libéraux blancs, c'est à la nation blanche américaine que je m'adresse. Nous connaissons votre plan. Vous vous êtes aperçu que les Noirs américains sont intelligents. Depuis que vous savez qu'ils vous dépassent dans la réflexion révolutionnaire, vous avez décidé, et je redis le mot décidé, de les anéantir. Bobby Seale, vous le réservez pour la chaise électrique du Connecticut. Jackson sera conduit à la chambre à gaz en Californie. Vous essaierez de faire disparaître Angela Davis et le peuple noir, espérez-vous, aura assez de frousse pour avoir des gestes toujours plus obliques, pour vous servir et pour se taire. Votre plan est au point. Même cette télévision d'où je vous parle nous disait avec dégoût que Reagan sablait le champagne après la capture d'Angela. Donc, tout est en place. Vos fils, qui ont déjà tiré sur un juge de façon à mieux tuer 3 Noirs, vos fils, votre administration, vos magistrats s'entraînent tous les jours, et vos savants aussi, pour massacrer les Noirs. D'abord les Noirs, tous, ensuite les Indiens qui ont survécu.
ensuite les chicanos, ensuite les radicaux blancs, ensuite je l'espère les libéraux blancs, ensuite les blancs, ensuite l'administration blanche, ensuite vous-même. Alors le monde sera délivré. Il y restera, après votre passage, le souvenir, la pensée et les idées d'Angela Davis et de Black Panther. 1970, Genet parle d'Angela Davis. Premier vidéogramme signé par Vidéo Out. De nombreuses vidéos se succéderont. 71, Le Phare, front homosexuel d'action révolutionnaire. 71-73, Y'a qu'à pas baiser. 73-76, Chronique des Lippes. 75, Les prostituées de Lyon parlent, etc., etc. On habitait ensemble au moment de l'arrestation d'Angela Davis. Et puis, lui aimait beaucoup Angela et Angela Davis aimait beaucoup Genet surtout. Et donc, Rezvani, qui avait une émission sur Antenne 2 tous les dimanches, avait un invité. Et Rezvani est arrivé à le convaincre de venir parce qu'on voulait vraiment mener une campagne pour faire libérer Angela Davis. Et donc, il a accepté, il a écrit un petit texte. Il nous a dit, mais venez avec moi. Non, on n'était pas ensemble puisque c'était dans sa chambre d'hôtel. Venez avec moi quand la télé va me filmer parce que probablement je vais être censurée. Et donc, il ne reste que trace de cette bande vidéo extrêmement mal filmée dont j'ai honte quand je la vois parce que j'avais pas de place entre le preneur de son, l'éclairage. En plus, la télé n'était pas contente qu'il y ait de la vidéo légère sur le coup. Et puis, ce qui devait se passer, s'est passé. C'est que l'émission a été censurée et il m'est resté que cette petite bande vidéo. Nous sommes une sorte de contradiction interne dans la société. Comme les autres, nous naissons de la famille hétérosexuelle bourgeoise, avec son système d'éducation, les femmes élevées en vue de la procréation et les hommes pour être des mâles inséminateurs phallocrates. Raconte l'histoire du phare, parce qu'elle est quand même très drôle. Paul Rousseau-Poulos. J'avais un copain qui était sociologue, prof à l'université, et en fait, disons, on faisait pas mal de coups ensemble. Georges La Passade, donc, et c'était un homosexuel, mais qui en fait n'était pas, disons, déclaré, qui était dans le placard. Hein. Et moi, à l'époque, je me souviens, j'étais parti en Bretagne pour diffuser une bande vidéo sur tout à fait un autre sujet. Et Carole me téléphone. Et elle me dit, écoute, j'ai vu Georges La Passade qui m'a dit que il y a un front d'action révolutionnaire homosexuel qui fait une réunion à l'école des Beaux-Arts. Et donc, elle est allée voir un petit peu ce qui se passe. Moi, ce qui avait de drôle, c'est que j'étais enceinte jusqu'aux dents. Oui, justement. Et La Passade, qui voulait pas aller seule dans un truc homosexuel, s'est servi de moi. Oui. Comme femme à Libye, en cloque, c'était parfait. Oui. Donc, il a invité Carole à cause de ça, parce qu'elle avait le ventre assez gros. Alors, moi, elle me téléphone en me disant qu'elle va aller au front homosexuel, l'action révolutionnaire, et je dirais très franchement, j'étais quand même assez grec, un petit peu, encore, hein. Et donc, je me dis, qu'est-ce que c'est cette histoire d'action, des fractions révolutionnaires, homosexuelles, etc., etc. Et je me suis rendu compte, finalement, aussi grec que je puisse l'être, que les seuls qui avaient une vérité, en quelque sorte, je dirais, révolutionnaire, c'était eux. Ils étaient extraordinaires, tandis que la CGT allait un petit peu comme dans un enterrement. Et même les ultra-gauchistes, les maoïstes et tout ça, c'était vraiment un enterrement. Tandis que eux, c'était gai, fort, etc. Mais nous, le mouvement des femmes était déjà constitué à l'époque. Et certainement, vous savez que parmi nous, les plus radicales, les plus intelligentes, les plus fortes étaient lesbiennes. Donc, en fait, au Phare et à Vincennes, il y a beaucoup de filles qui sont des pionnières du mouvement de libération des femmes. Donc, pour moi, c'était intéressant aussi, moi qui suis hétéro, Nobody's Perfect. Et d'ailleurs, à l'époque, on a été extrêmement critiqués sur ce film. C'est peut-être le film qui a remis les choses les plus en question. Je veux dire, où on a été violent. Moi, j'ai été jetée...
mais par les gens, Moi, je me rappelle d'une projection où j'étais jetée, toujours en femme, parce que tout ça se passait en 3 mois. Quand on a montré une fois le phare, des types de la CGT m'ont balancé dans les escaliers. J'ai failli perdre mon bébé. Souvent, quand je regarde ces vieilles bandes, ou Scum, par exemple, je me dis, mais comment on était totalement... je dirais pas qu'on était inconsciente, mais on était portés par ces paroles qui étaient justes, sincères, et simplement qu'on n'entendait pas, c'est tout. Nous ne nous reproduisons pas. Par conséquent, nous ne perpétuons pas les biens de la bourgeoisie. L'héritage avec nous, c'est foutu, il n'y en a plus. Bon, de toute façon, ce que nous reprochent surtout les hétéroflics, c'est évidemment que ce soit eux qui nous ont fait, et qui nous feront encore, et qui nous feront des petits, etc. Cette morale ne nous convient pas. La structure de base de la société, la famille, ne nous convient pas. La société, donc, ne nous convient pas non plus. Par conséquent, la seule position politique possible est une position révolutionnaire. Debout, 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 devant nous droits esclaves, et brisons nos entraves. Debout, 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 contre la colère. Mais on était quand même... moi, j'étais très, très imprégnée par la lutte des femmes. Je veux dire, c'était ma famille d'esprit. Je voyais tous les jours, on travaillait ensemble, on faisait des manifs, on allait dans les tribunaux, on faisait des procès. Je veux dire, on rigolait. Vous savez, ça n'était qu'une rigolade, le mouvement des années 70. D'ailleurs, ça s'est cassé la gueule le jour où on a arrêté de rigoler. voit apparaître le sigle MLF et c'est aussi l'année des premières pratiques régulières de la vidéo. Les femmes s'emparent de l'outil vidéo, des collectifs naissent. Tous racontent les principaux jalons de la lutte du mouvement de libération des femmes. Loi sur l'avortement, grève d'ouvrières, sexualité, image de la femme dans les médias. Les femmes parlent beaucoup, beaucoup entre elles, beaucoup d'elles, de leurs désirs, de la souffrance propre à leur sexe. 1975, Anne-Marie Faure fonde, avec notamment Dominique Poggi, Siné Guérin et Catherine Laorcade, le tout premier collectif vidéo de femmes, Vidéa. Le féminisme, je vais vous dire comment j'ai rencontré les féministes. C'était qu'il y avait des AG des féministes révolutionnaires qui étaient dans le bâtiment préfabriqué de la cour de l'école, dans la rue Bonaparte. Hein, il y avait les AG féministes, il y avait les AG du phare, le Front d'action homosexuelle révolutionnaire, et qui étaient dans ce bâtiment. Et donc, moi étant tous les jours dans la cour de l'école, on m'a dit, tiens, il y a des AG de féministes là. Je suis allée voir, je trouvais ça absolument génial. J'ai trouvé les filles très belles d'abord, ce qu'on me dit jamais. J'ai trouvé les filles très belles, très intelligentes. Je me souviens très bien de Monique Wittig, de toutes ces filles-là, la première fois que je les ai vues. Et après, je suis allée à toutes les AG, et puis après, c'est devenu plus que des AG, parce que il y avait un affectif très très fort entre nous. Bon, il y a eu Carole Roussopoulos dans le mouvement qui venait elle aussi des mouvements d'extrême gauche. Et puis j'ai rencontré deux filles en fait qui rentraient des États-Unis et qui avaient fait un stage là-bas aux États-Unis de vidéo. Ça devait être en 73. Donc avec ma sœur, toutes les deux, on s'est dit c'est génial. On va essayer voir ce que c'est que la vidéo. Moi j'ai toujours été une passionnée de cinéma. Hein.
Et à l'époque, je faisais pas du cinéma, je faisais des études d'architecture. Donc voilà, on fait ce stage avec ces 2 filles, Siné Catherine, ça se passe extrêmement bien. À la fin du stage, elles me disent, mais pourquoi on fait pas un groupe toutes les 4 ? Parce que moi, j'apportais quelque chose de très intéressant dans le groupe, c'est que j'étais donc aux Beaux-Arts, en archi, et qu'il y avait un studio audiovisuel où je pouvais faire du montage gratuitement autant que je voulais. Et qu'est-ce que vous attendiez de la vidéo, justement, par rapport à votre militantisme ? Écoutez, c'était tout bête, c'était ce qu'on voulait, c'est donner la parole aux femmes. Oui, c'était vraiment le féminisme. Bon, c'était quand même très très sectionné. Hein. Il y avait plein de groupes. Donc là, c'était le groupe des féministes révolutionnaires. Donc c'était, on pourrait presque dire le groupe fondateur du féminisme. C'était toutes les filles qui étaient autour de Monique Wittig. Donc on filmait les groupes, donc on faisait des diffusions. En fait, tout ça, ça restait très c'était pas du tout pour l'extérieur, quoi. Au début, on n'avait absolument pas l'intention de qu'il y ait une diffusion plus large que notre groupe du mouvement. Donc ça, c'est une bande. Ça, c'est une cassette. Donc ça, c'est du Lumatic ou du BVU, c'est le même type de cassette. C'est du 3/4 pouce. Ça, c'est du V2000. Du V2000, c'est du demi-pouce. Et ce sont deux bandes, on appelle ça coplanétaire. Et là, c'est sur le même plan. Ça, c'est du Betamax. C'est la même. Ça, c'est du Shimabel. Vigidora, 150 femmes préparent le premier festival international de films de femmes en avril 1974. 3 lieux, 6000 entrées. Je veux bien parler de la question, j'ai bien envie qu'on parle de comment on peut devenir femme réalisateur, ou femme script, ou femme monteuse, ou n'importe quoi. Mais, ou femme de ménage. La question c'est plutôt, si on arrive à être femme cinéaste, comment est-ce qu'on peut échapper à ce truc qui est de soit être coincé dans nos problèmes de vous pouvez pas parler au monde directement, soit vous parlez au monde comme un mec. Bon, le fait qu'une femme soit metteur en scène, ça me paraît pas spécialement intéressant. Enfin, parce que si elle filme les tulipes, bon, ça me paraît pas prouver quelque chose par rapport au combat des femmes, etc. Tu vois. C'était en fait le premier festival de films de femmes, qui a été l'ancêtre d'après du festival de Sceaux, qui est après devenu le festival de Créteil. C'était vraiment, là, il n'y avait jamais eu ça. Donc, c'était des débats, des films. C'est pas du tout moi qui l'avais organisé, hein. Là, j'étais vraiment que spectateur et puis filmeuse. Et donc, moi je me souviens, c'était amusant, quoi. C'était après chaque projection, il y avait une salle où il y avait des coussins par terre et tout le monde se vautrait, une salle avec des petits gradins, et tout le monde se vautrait et on partait dans des discussions. Alors les discussions sur la technique, est-ce que les femmes peuvent prendre en charge la technique, est-ce que les femmes ont quelque chose à dire de personnel, les éternelles questions. Est-ce qu'il faut des réunions mixtes, est-ce qu'il faut, tout ce qu'on débattait à l'époque. Et c'est vrai que je pense que malgré tout, ça a déclenché quelque chose. Bon, peut-être pas Musidora, mais après tout ce débat autour de pourquoi les femmes réaliseraient pas, pourquoi est-ce que les femmes sont coupées de la création. Oui, ce que je voulais dire par rapport au tout début, et ce que je trouve vraiment intéressant, quand vous me demandez pourquoi je fais de la vidéo, en fait, jamais il n'était pas passé dans mon esprit que je ferais du cinéma. Carole Roussopoulos. Parce que, je sais pas, parce que ça correspondait absolument pas à mon envie. Et je ne suis pas la seule dans ce cas. Il y a énormément de femmes qui se sont emparées de ces machines dès qu'elles en ont entendu parler. Et je pense que inconsciemment, c'est que ces machines n'avaient pas d'histoire. Donc il n'y avait pas d'école, la vidéo n'était pas prise par les hommes. Et je pense que c'est véritablement parce que la vidéo n'avait pas d'histoire. Et pour votre groupe, pour Video Out,
Qui était à la caméra? Qui prenait le son? Vous faisiez tout toute seule? Ah oui, non, moi c'est toujours moi, Paul n'a jamais fait la caméra. Oui, mais vous savez, Video Out, en fait, tout le monde dit c'est un groupe, c'est rien du tout, Video Out. Hein. Ensuite, quiconque, quand Chris Marker voulait venir apprendre le montage, ou Hélène Châtelain avant lui, ou quiconque voulait travailler avec nous, on signait Video Out. Mais vous savez comment ça s'appelait Video Out? Vous avez dû lire, non? Il y avait un type qui, à l'époque, dirigeait l'ORTF, ça s'appelait encore l'ORTF, qui s'appelait Pierre Schaeffer, qui est mort maintenant, et qui était aussi un type extrêmement précurseur dans ce qu'on pourrait appeler aujourd'hui les nouvelles technologies, etc. Et donc, il était très intéressé par la vidéo. Oui, en même temps, en se disant, mais qui sont ces indépendants? Est-ce qu'ils vont commencer à filtrer la télévision? Ces petits moyens qui font des images, enfin bref. Il nous invite un jour, Video Out, donc on va avec un Black Panther, parce qu'on est en train de travailler avec les Black Panthers, Ned Burgess, grand pionnier américain, qui a été mon chef-op pendant 20 ans, qui est un type merveilleux, etc. On était 4 ou 5, montrant 3 ou 4 bandes vidéo, les premières. Et donc, il y avait un grand affichage devant le RTF avec le titre de nos cassettes vidéo. Donc, il y a qu'à pas baiser, enfin, des choses, le phare, le Front homosexuel d'action révolutionnaire, je sais pas quoi, des choses qui avaient dû choquer des gens, qui ont mis, à côté de vidéo, il y avait vidéo 2 points et les titres des 4 bandes, puisque c'était des bandes à l'époque. Quelqu'un a mis out. Enfin, un graffiti pour nous, furieux de ce qu'on allait montrer. Et Pierre Schaeffer nous présente le groupe Video Out, il était passé devant l'affiche. Et nous, on s'est regardés tous les 4. Personne n'a osé intervenir, lui couper la parole. Et on s'est dit, finalement, après, quand on était boire un pot, on s'est dit, mais ça nous va très bien. Nous, on veut pas être in, surtout pas in. Video Out, en même temps, c'était modeste parce que c'est un terme technique, des prises, il y a Video Out sur chaque machine. Et donc voilà, on s'est appelé Video Out sans aucune, là aussi, réflexion politique. La première fois qu'on a eu des rapports, ça s'est passé comme avec mon mari, j'ai rien eu. Bon, alors sexuellement très puissant, il a recommencé 3, 4 fois, 5 fois. Au bout de la 6e fois, il est arrivé une chose que moi, pendant 5 ans, j'ai cherché, j'ai jamais trouvé. J'ai joui, j'ai pleuré, enfin, j'étais vraiment... il m'a regardé comme ça, en me disant, mais qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qu'il y a? Il avait 20 ans, il savait pas. Alors j'ai dit, mais je crois que je viens de jouir la première fois de ma vie. Ah, mais tu savais pas que les femmes pouvaient jouir. Delphine Seyrig, on l'a vu dans les films de Alain Resnais, François Truffaut, Louise Buñuel. On sait moins qu'elle a été au cœur du mouvement de libération des femmes. Les Mus s'amusent, Mon œil, Mazo et Miso montent en bateau, autant de noms, autant de titres impertinents venant d'elle. Johanna Vieder raconte les débuts des Mus s'amusent. Carole, je l'ai connue à l'épicerie du local de Video Out, où Delphine m'a un jour emmenée. C'était un local dans le 14e que Carole avait loué. Et d'ailleurs, pendant que nous le fréquentions, nous avions contribué au loyer de ce local. C'est une ancienne épicerie qui était devenue un studio de vidéo très très simple, mais avec un poêle. C'est là que Delphine m'a emmené un jour et ça a été vraiment la révélation, les portables, les bandes, le fait de voir tout de suite ce qu'on filmait, de recueillir des propos directs, de monter soi-même, enregistrer des émissions de télé, s'exprimer librement, c'était tout à fait exaltant. Et c'est Carole qui nous a, il faut le reconnaître, en tout cas à nous, tout appris. Et il faut dire qu'on n'était pas très doués, Delphine et moi. Nous nous sommes très vite, pour faire comme elle et avec elle, équipés d'un portable chacune et d'un mini-banc de montage qui n'était pas du tout à la hauteur du sien. Et nous nous sommes appelés les Mus s'amusent. Nous avons formé un groupe féministo-audiovisuel avec une photographe qui s'appelait Monique Durier et une autre femme qui s'appelle toujours Claude Jourde. Et le groupe est donc devenu, notre groupe, les Muses, est devenu une association en 1901, en 74, je crois. Au cours d'un dîner, pendant que nous travaillions d'ailleurs à Miso et Mazo, Paul Roussopoulos, qui était évidemment des nôtres,
a fait une sorte de lapsus en disant les muses s'amusent, il a dit les insoumises. Et on a tellement ri, on a trouvé que c'était génial, et comme un lapsus ou un jeu de mots de plus dans tout ce mouvement, ça nous a terriblement plu, donc on s'est appelé les insoumises. Alors moi, j'avais envie de vous dire que justement, les Muses s'amusent et Video Out se sont croisés pour s'attaquer à l'émission de Pivot et Miso et Mazo. On a travaillé ensemble, donc moi je me rappelais plus qui avait signé. On retrouve Carole Roussopoulos, Delphine Seyrig et Nadia Ringard. Oui, voilà. C'était... Donc vous réagissez à une émission de télévision animée par... Puisque nous réagissons, nous exerçons un droit de réponse, hein, c'est ça. À cette émission qui s'appelait Ouf, l'année de la femme c'est fini, où Bernard Pivot, le 31 décembre 74, je crois, je sais plus, a invité Françoise Giroud pour clore ce qui avait été décrété par les Nations Unies, l'année de la femme. Le militantisme ne décrit pas le plaisir, le pied que nous avons pris à essayer de débusquer les sottises de Françoise Giroud. Donc c'est une sorte de narration, si vous voulez, la vidéo en tout cas, était pour nous les muses, une narration à contre-courant, impertinente, et en symbiose avec les slogans qui couraient sur les banderoles des femmes au cours des manifestations, qui étaient toujours pleines d'humour. Vous voyez, c'était vraiment un brainstorm féministe de jeux de mots et de tentative de lui clouer le bec ou de la ridiculiser, il faut bien le dire. Et les 95 grévistes ont repris le travail dans l'usine Cousseau en chantant. Debout les filles, remuez-vous, il va falloir en mettre un coup. Debout les filles, remuez-vous, on retourne à l'usine. Lundi matin, on s'y rendra et à la chaîne, on nous remettra pour obéir à tous ces chefs et à ce qu'on harcèle. Debout les filles, remuez-vous, il va falloir en mettre un coup. Debout les filles, remuez-vous, on retourne à l'usine. En fait, on était très peu. Les Sans-Fleurs, c'était... Daniel Yegui. C'était Jean-Paul Fargier avec qui je vivais à l'époque. Moi et une amie, Annie Caro. Donc, en fait, ces Sans-Fleurs étaient 3 fleurs. Alors, je pense que le premier nom, c'était Vidéo doux. Le contraire de dur, on voulait... le groupe était assez écologique déjà. On a fait après très vite des films contre les centrales nucléaires. Et on voulait marquer comme ça. Ça se référait à une chanson de Gilles Servat, un chanteur breton. Puis on est allé filmer en Bretagne, à Pédernec, ces poulets là qui étaient égorgés dans des granges la nuit, en se cachant des flics qui les poursuivaient. C'était très épique, quoi. C'est ça qui nous plaisait. Et le propriétaire de l'usine en grève, occupée, comme ça, s'appelait Doux. Alors nous, on arrive, on est Vidéo doux. Alors, vous venez de la part du patron? On s'est dit non, on va changer de nom. Et on s'est appelé les Sans-Fleurs. Alors les Sans-Fleurs, c'est... une campagne de Mao Tse-tung. On était un peu naïfs à l'époque, on savait pas exactement ce que c'était, mais c'est que sans fleurs s'épanouissent, donc le mot fleur déjà c'est joli. C'était un retour à la liberté d'expression au sein du stalinisme. Donc comme on était communiste, maoïste, on trouvait que cette période était formidable. Sauf après on a appris que c'était une ruse de Mao pour que les traîtres se démasquent et qu'il leur coupe la tête après pour ça. Quand vous achetez un poulet, quand vous achetez 1 kilo de poulet, vous pouvez vous dire que vous payez 300 grammes d'eau, puisqu'ils ont droit à 30%. Et vous payez la flotte qui sort de la rivière d'en bas, là, au même prix que vous payez la viande.
Ben oui. Jean-Paul Fargier, dans Cinémaction, dans un numéro consacré au cinéma militant, le cinéma militant reprend le travail. Vous dites, nous allions à la rencontre de nos doubles versions prolo, d'un idéal du moi collectif totalement romantique. Ah, je me rappelle plus avoir écrit ça, mais c'est pas mal dit. Bon, c'est vrai, c'est ça. On allait, c'était romantique. On allait voir des gens qui vivaient plus que nous les luttes. Nous, on les vivait à l'image, donc on s'identifiait à leur lutte à travers nos. Et en même temps, on pensait qu'on faisait le seul cinéma possible. Après, je l'ai théorisé dans les revues ou avant à Cinétique, et puis après dans d'autres articles, dans des revues, c'était le cinéma possible, quoi. Et on était un peu dans cette position. On va faire un cinéma de lutte. Il y a plein de champs de lutte entre l'écologie, le féminisme, la radicalisation des organisations ouvrières, autogestionnaires, etc. Vous pouvez nous dire pourquoi vous avez fait un abattage clandestin, là? Et c'est surtout dans un but de popularisation de la rade. D'occupation des grévistes. Ouais, d'occupation des grévistes. Hein. Surtout par ce temps-là. C'est comme libre, quoi. Hein. Eux, ils ont vendu des mondes, alors pourquoi pas nous tuer les poulets? C'est un peu logique, quoi. Bon, c'est uniquement pour montrer au patron qu'on est capable de tuer les poulets c'est ça, sans lui, voilà, exactement. C'est tout. C'est pas parce que on gagne pas d'argent dans ces cas-là. Non. Voyez-moi, c'est pas vrai. 73, l'entreprise Libre Besançon est en liquidation. Les ouvrières et les ouvriers tentent tout pour sauver leur entreprise, jusqu'à l'autogestion. Carole Rossopoulos commence ses chroniques LIP en donnant la version des femmes de cette expérience de lutte. C'est un petit peu ce qui se passe chez LIP à propos des femmes. Hein. Mais je vais remplacer à chaque fois le mot homme par le mot blanc et le mot femme par le mot arabe. Alors à chaque fois que je dirais des arabes, ça veut dire des femmes. Alors donc, chez LIP, il y a la moitié de blancs, la moitié d'arabes. Naturellement, les grands chefs sont des blancs. Il n'y a pas de grands chefs arabes. Les grands chefs blancs pensent, réfléchissent et parlent. Nous, les arabes, on pense, moi je le sais puisque je suis un arabe. On réfléchit. Mais les grands chefs blancs, ils ne peuvent pas le savoir qu'on réfléchit, puisqu'on n'a jamais le droit de dire à quoi on a réfléchi. Alors seuls les grands chefs blancs mènent la lutte. Et nous, les arabes, on suit. Il y en a une qui, par son humour, etc., sortait du lot, et c'est Monique, effectivement. Mais il y a Jacqueline, il y a Christiane, il y a plusieurs bandes. Non, mais là aussi, c'est extraordinaire parce que qui nous a amené, comment on a eu l'idée? Tout simplement, probablement, parce qu'on a vu qu'il y avait des femmes qui étaient en train de prendre leur lutte en main, tout simplement. Le reste des syndicats et tout n'étaient pas très contents de nous voir sur place et de donner pourquoi on interrogeait les femmes et pas eux, etc. Donc moi, j'ai fait un accord avec ces filles en leur disant, écoutez, est-ce que vous avez envie d'apprendre la vidéo? Moi, je peux vous laisser du matériel sur place, etc. Et puis, surtout, vous pouvez remonter, venir nous voir, parce qu'à l'époque, on ne pouvait pas déplacer les bancs de montage, c'est tellement lourd et compliqué. Ensuite, ils arrivaient à Paris, on faisait le montage, ils remontraient le montage à l'ensemble, ils étaient d'accord, etc. Et ensuite, ça circulait. Et donc, on a continué à travailler comme ça pendant 2 ou 3 ans. Mais en fait, on entendait très peu parler d'ouvrières qui prenaient leur lutte en main. Évidemment, en ce qui concerne par exemple la lutte, on peut dire que tout le monde sera défendu, même les Arabes. Il y a une bonne raison pour ça, je vais te dire pourquoi, c'est que cette usine ne peut pas tourner sans les Arabes. Alors, pour l'emploi, on sera tous défendus avec impartialité. Évidemment, les Blancs, leur rêve serait d'être une usine de Blancs. The women is the losers. The women is the losers. The women is the losers. Oh, and then the women is the loser. No, 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 you must. I said no, man.
was sing to any more time. C'était une période où le collectif était valorisé. Moi, j'ai même écrit un article pour la revue Partisan sur le féminisme que j'ai signé un groupe de femmes. Aujourd'hui, je trouve ça complètement ridicule de pas assumer les choses et je suis pas du tout d'accord avec ça. Donc, ça a duré le temps de l'enthousiasme collectif et après, quand l'enthousiasme collectif est retombé, chacun a retrouvé son nom. Vous étiez vidéaste ? Vous pensiez vidéaste ? Ah oui, vidéaste. Moi, j'avais jamais tenu de caméra. D'ailleurs, toujours, je suis très mauvais à la caméra. Je suis plus dans la conception du film, mais... Jean-Paul Fargier. Le mot vidéaste, je crois que c'est moi qui l'ai inventé. Un jour, dans un article, je sais plus où, bon, on s'appelait vidéaste, ouais. Par rapport à cinéaste et par rapport à artiste vidéo, on ne savait pas qu'il existait des artistes vidéo, d'ailleurs. On l'a connu à New York en allant à la Kitchen. C'était un loft très grand dans Soho, donc une sorte de grenier comme ça, fondé par Nam June Paik, Vazulka, d'autres artistes de la fin des années 60, début des années 70, et ça a été le lieu de ralliement de tout ce qui se faisait avec des images. Alors pour eux, ça aussi c'était instructif pour nous, c'est qu'ils ne séparaient pas ce qui était vidéo d'artiste et vidéo de militant. Un militant, c'est quelqu'un qui effectue une forme d'art moderne. Voilà, donc on est des artistes, voilà. On revient de New York, on n'est pas seulement des militants, attention, on est des artistes. Carole Rousseau-Poulos. Donc on s'est retrouvés à quelques-uns un peu fatigués d'aller dans les facs, sur les marchés, chaque fois porter ces grosses machines qui étaient très lourdes, les lecteurs, etc., les téléviseurs et tout. Et on n'arrivait plus finalement et à faire des films et à les diffuser. Donc on s'est dit, mais plutôt que d'être chacun seul dans notre coin, voilà, on a commencé à se voir dans les 3 ou 4 groupes qui existaient, Vidéo 00, Fargier et Daniel, Yegui, les Sans-Fleurs, les filles de Vidéa, Sine, Anne-Marie Faure, et puis évidemment Delphine et Johanna Vieder. C'était déjà un peu l'atmosphère des Insoumises, etc. Et donc, on s'est dit, mais qui, etc. Et puis, nous, on connaissait, Paul et moi, on connaissait Marc et Marcel Moiroux, avec lesquels on avait milité dans certaines causes, pour certaines causes. Et donc, on leur a demandé, et ça a été formidable. Donc, on a commencé à se voir régulièrement chez eux. Ils se sont achetés, on s'est cotisé, enfin, ils ont eu du matériel de diffusion, et ils ont assuré l'ensemble des diffusions, parce que nous, on voulait garder contact avec notre base, avec nos spectateurs, mais ils ont quand même centralisé, donné beaucoup d'essor à ce début des années 70, 70. Et que faisaient les Moiroux ? C'était des super intellectuels, profs, chercheurs, qui faisaient des enquêtes. Ils étaient déjà pratiquement à la retraite, ils étaient un peu plus âgés que nous, et donc ils avaient du temps disponible. Voilà. Alors, il y avait quelques groupes, parfois, leur bande circulait un peu comme ça, enfin bon. Et l'idée est née de faire une sorte de coordination pour diffuser ces bandes vidéo. Alors, bon, on s'est trouvé prendre en charge la diffusion. Alors, on a créé une association. Et c'est Delphine Seyrig qui a trouvé le nom Monoï. Alors, il y a 2 choses qui, à mes yeux, étaient intéressantes, mais le sont toujours. C'était, si l'on veut, c'était des militants, si on veut. Bon. Mais qui ne relevaient d'aucune organisation.
et qui avaient dans leur travail, enfin leur filmage, c'était pas des documentaires, c'était pas des reportages, en ce sens que ils n'épuisaient jamais un sujet, c'était des sortes d'instantanés, d'activité ou bien d'intimité. Bon, d'autre part, il n'y avait jamais de commentaires. Alors, c'est pas une question d'objectivité, c'était pas plus objectif qu'autre chose. Et il est sûr que dans le choix de ce qui allait être filmé, c'est une grève de la faim d'immigrés ou bien une manifestation en faveur de l'avortement, puisque c'est aussi l'époque, c'était pas choisi comme ça au hasard, c'était bien un choix délibéré. Mais une fois que, disons que la caméra tournait, il n'y avait jamais de commentaires et les opérateurs n'intervenaient pas, enfin, ils ne posaient pas de questions. Aujourd'hui, on est dans une période de patrimoine où on veut avoir des lieux de mémoire, des mémoires. Enfin, je sais pas, on court après une mémoire. À cette période-là, dans les années 70, on était beaucoup plus dans l'action. C'était beaucoup plus pour donner exemple, c'est-à-dire qu'on filmait pas n'importe quelle grève, par exemple. Moi, j'avais choisi Cerizay parce que c'était sur le modèle de Lippe, qu'avait filmé Carole Roussopoulos, et que parce que c'était des femmes qui prenaient en main leur destin et leur travail par rapport aux conditions de travail en usine qui étaient détestables dans l'entreprise d'où elles venaient. Donc c'était pas du tout pour avoir des traces pour le futur. C'était pour donner un exemple de ce qui se faisait de mieux point de vue grève. Alors ça, le bouquet des bouquets, voilà les VCR. Alors le VCR 60, c'était la première, qui était noir et blanc. Vous voyez, c'est du demi-pouce aussi, mais les deux bandes sont l'une sur l'autre. Vous voyez, elles s'en vont en travers. Et c'est ça le problème, parce que chaque fois que la machine attrape ça, c'est là que ça se tord les bandes, c'est ça qui est. Les VCR 60, elles ne pouvaient faire que 60 minutes. Après, comme ils ont trouvé que c'était trop court, ils ont fait le VCR long play. Long play qui a commencé par du 150 minutes et après en affinant la bande du 180 minutes. Donc c'est la même bande, mais les deux ne sont pas compatibles. Et pour le montage alors? Le montage, c'était totalement terrifiant. Terrifiant. Et là, Paul, alors là, il faut qu'il vous raconte, parce que d'ailleurs, c'est comme ça qu'on a connu Godard et les autres, parce que Paul nous avait mis au point un système de montage à mourir de rire. À l'époque, quand Sony vendait ses machines, il disait qu'on peut monter. Mais en réalité, c'était impossible parce que comme l'image est enregistrée en diagonale, si on coupe quand même une seconde d'image, donc il y a un trou terrible. Donc on avait fait un système, d'abord, qui consistait à couper en diagonale, exactement tel que l'inscription est faite. Et on utilisait un papier en argent qu'on collait par derrière, donc il y avait un scratch, mais il n'était pas terrible. Donc ça pouvait passer. Ça, c'est la première étape. La deuxième étape, c'est grâce à Jacquet,
à l'école des Beaux-Arts, qu'on a découvert la possibilité de l'IVC, qui était une machine américaine, 1 pouce, capable de digérer les demi-pouces. Parce que les autres machines, Ampex, tout ça, etc., elles refusaient les montages. Et à ce moment, nos problèmes ont été résolus, mais avec le système du chronomètre quand même. Hein. On calait les machines en arrière, on comptait les temps jusqu'au moment de la coupe. Ensuite, on faisait la différence et on faisait partir les machines en même temps. Et puis, on appuyait sur le bouton au moment où toutes les dés en mouvement se trouvaient face à face. Et du reste, on a monté comme ça un film qui a été tourné en Afrique par les Panthères Noires à l'époque, qui a été monté par Chris Marker, et où moi je jouais le rôle du technicien qui appuyait sur les boutons, et Chris m'a monté. Et il était arrivé même à monter presque un défilement militaire en post-synchronisation, puisque moi-même, à force de taper là-dessus, j'avais fini, et on arrivait, disons, à peu près au 10e de seconde, ce qui était pas mal. Et quand on montait, moi j'ai fait des montages même dans une série que j'ai faite pour le Louvre, Contes et légendes du Louvre, où on ne pouvait monter que les plans les uns à la suite des autres sans pouvoir retoucher les plans. Donc c'est un très très bon exercice parce qu'il faut avoir le film et son rythme complètement en tête avant de se lancer. Bon, on faisait des maquettes aussi, mais on pouvait plus revenir en arrière. On pouvait remplacer un plan par un autre, par un plan de même longueur, mais on pouvait plus retoucher la longueur du film. Donc ça demandait une gymnastique. Il fallait vraiment avoir le film dans sa totalité en tête. Et c'était toute une histoire. Et vous, Paul, la vidéo vous intéressait dans votre pratique à l'époque? Ne bougez pas. Moi, à cette époque-là, si vous voulez, de toute manière, j'ai suis des formations scientifiques au départ. Et en même temps méditerranéen, donc j'étais tout à fait là où il faut pour bricoler ces machines quand elles tombaient en panne et les entretenir, les faire marcher, etc., etc. Donc, j'ai joué ce rôle d'une manière assez importante à l'époque parce qu'en plus, on n'avait pas de moyens financiers énormes, donc il fallait se débrouiller. Et donc, je crois que j'étais d'inutilité dans les sous-sols. Mais en même temps, j'avais aussi un passé politique qui m'impliquait dans ces luttes. Donc, j'ai toujours accompagné Carole, soit comme technicien, soit aussi comme militant. J'ai beaucoup participé à la diffusion dans les rues, dans les quartiers. À l'époque, c'était pas facile en plus, hein, parce que il y avait aussi les policiers, il y avait tout un tas de problèmes. Il fallait aller s'installer en plein marché les dimanches ou les samedis. Les gens étaient interloqués. Au début, ils s'arrêtaient pas, ensuite ils s'arrêtaient. Et regardaient. La télévision, c'est assez extraordinaire parce que ça permettait si quelqu'un qui était physiquement présent, souvent il était ou sifflé ou un petit peu, disons, déconsidéré. Oui, déconsidéré, et donc il s'arrêtait. Par contre, une bande vidéo qui, même quand on sifflait, elle continuait à parler, elle finissait par emporter. Donc, ces côtés-là, je les gardais comme un très beau souvenir de cette diffusion dans les rues. Et ça a continué jusqu'à l'époque des LIP et jusqu'à l'époque, disons, des prostituées à Lyon, où on était ensemble. Pour toutes les femmes de France qui se sont concernées, même si ce ne sont pas des prostituées, mais toutes les femmes viennent nous aider dans toutes les églises où il y a des prostituées, qu'elles viennent nous aider parce que nous aider, parce que nous avons besoin d'elles, parce que maintenant c'est plus le fait que ce soit des prostituées, c'est le fait que nous sommes des femmes. Et que Mme Françoise Giroud refuse de s'occuper de nous parce qu'elle ne nous considère pas comme des femmes. Elle nous considère comme des prostituées, donc des putains, donc rien du tout. Et on nous dit que c'est M. Poniatowski qui doit s'occuper de nous. M. Poniatowski, pour l'instant, ne peut pas s'occuper de nous parce que c'est pas le plus.
qu'on nous traite comme des bêtes, nous réagissons comme des bêtes. S'il y a un chien, une chienne, on enlève ses petits, elle mord. Eh bien nous, nous sommes des chiennes, on nous enlève nos petits et nous mordons. Un cas typique de ma collaboration dans le travail de Carole, c'est qu'on était allés ensemble et mon rôle principal, j'étais à l'intérieur de l'église, mais mon rôle principal, c'était de trimballer les chiens des prostituées pour qu'ils aillent faire pipi. Parce que les prostituées ne pouvaient pas sortir de l'église. Si elles sortaient de l'église, elles se faisaient coffrer. Donc on avait mis des téléviseurs tout autour de l'église pour les entendre. Et se posait le problème de tous ces chiens. Il y avait je ne sais pas combien de chiens. Et j'ai une photo de Paul avec 6 chiens. Et il y avait des tours. Et ils faisaient le tour de l'église pour que les chiens... C'était ça et la diffusion. Dehors. On avait installé à l'extérieur des moniteurs. Je crois 2 moniteurs. Et qui étaient liés donc... Beaucoup plus, il y en avait 4 ou 5. À l'intérieur, en fait, déjà, il y avait un câble qui les liait à l'intérieur avec la caméra ou avec les magnétoscopes, les decks. Et donc, les prostituées, disons, parlaient de leurs problèmes et tout ça, etc. En même temps, c'était enregistré pour pouvoir les diffuser ailleurs après. Et en même temps, il était diffusé dehors. Les prostituées nous ont très très mal reçus parce qu'elles ne nous connaissaient pas, elles n'avaient pas envie d'avoir une caméra, etc., etc. Elles avaient très peur des journalistes, elles avaient très peur de se faire coffrer, reconnaître parce qu'elles étaient à visage découvert, pas maquillées, patati et patata. Et donc, ça avait été très très dur d'arriver à leur faire confiance. Et c'est uniquement grâce à la vidéo parce qu'on leur a tout de suite dit, mais écoutez, on vous remonte votre image. Et puis, vous pouvez effacer. Et c'est là où on a le plus effacé et contrôlé de choses. Mais c'était tout un processus de contrôle extrêmement, pas autoritaire, mais voilà, qu'on n'aurait jamais pu faire avec du cinéma, même en étant millionnaire. Au même moment, il y avait la lutte pour les radios libres et les télés libres. Et je me rappelle, avec les Roussopoulos, on faisait des diffusions, c'était surtout eux qui étaient là, ils avaient un petit émetteur. Ils diffusaient sur les grands immeubles qui sont derrière la gare Montparnasse. Donc ils avaient 300, 500 appartements comme ça, par une antenne collective. Ils balançaient des émissions pirates. Ils disaient branchez-vous sur le canal 13 ou 15 et vous verrez l'émission libre. Et on a fait des trucs comme ça où on diffusait note de magnétoscopeur avec un émetteur qui était à 100 mètres dans une salle. Au nom d'une télévision libre. On aurait pu la diffuser dans la salle avec un magnétoscope, mais c'était mieux de le faire avec un émetteur qui était à 100 mètres et de dire c'est une émission de télé libre. Les flics arrivaient comme ça, donc ça fait mousser un peu le truc. Ils cherchaient l'émetteur, ils le trouvaient pas, quoi. C'était une petite guérilla de libération des ondes. C'est-à-dire là, c'était une époque où on prenait des risques quand même aussi. Hein. C'est-à-dire que c'était l'époque où les gens mettaient des antennes collectives sur les sommets des HLM et distribuaient l'image sur tous les étages. Et alors on avait un complice et puis un jour on est monté en haut sur l'antenne et on a fait une bifurcation des câbles. C'est ce qui fait que au lieu d'envoyer l'image de l'antenne, il envoyait l'image du magnétoscope. Et on a trafiqué les nouvelles à 8 heures. Alors c'était des nouvelles totalement fantaisistes, de quoi se tresser les cheveux sur la tête. Ça fait un bruit assez considérable localement. Mais enfin, c'était assez drôle. Ça, c'était plutôt une farce. Oui. L'idée, c'était de faire de la contre-télévision. Pourquoi vous faisiez ça? Parce que quand même, il faut avoir une sacrée énergie pour mettre en place tout ce dispositif quand même. Je vais vous dire ceci, c'est que la raison, si vous voulez, c'est que c'est celle-ci, c'est que, au fond, moi, dans ma jeunesse, j'ai cru, comme je vous avais dit, qu'en réalité, finalement, la seule solution, c'était la révolution. Et qu'il fallait prendre le pouvoir. Hein, c'était assez dur, mais c'était comme ça. Mai 68 m'a au début choqué. Mais pas d'une manière terrible, hein, mais quand même, je me suis posé la question, c'était quoi, hein? Et moi, j'étais dans un âge où je ne pouvais pas tomber ni dans les pièges maoïstes, ni dans les pièges anistes quelconques. Hein, j'avais déjà donné, comme on dit, et je savais où ça pouvait déboucher. Et je me suis posé la question, et je me suis rendu compte, peut-être à tort, je ne sais pas quoi, que
En réalité, si on voulait modifier quelque chose dans le système, ce n'est pas en attaquant l'économie, contrairement au fond à l'idée marxiste, qu'au fond c'est l'économie qui détermine les tout, mais qu'il fallait casser les toits, l'idéologie, c'est-à-dire casser les systèmes par ses tabous, ses croyances, etc. C'est la raison pour laquelle tout ce qui dérangeait les systèmes, c'était bon. Donc l'homosexualité, c'était bon. À part ça, moi je ne me posais pas de questions si c'est normal ou anormal, mais ils étaient là, ils dérangeaient le monde, c'était parfait. Donc c'est peut-être moins cynique que ça quand même comme attitude, mais c'était ça. C'était Surpris par la nuit, naissance et illustration des premiers groupes d'intervention vidéo. Une émission de Yael Mandelbaum et Julien Marant, réalisée par Manouchak Fachaï. Prise de son, Philippe Leduc, Étienne Leroy, Vincent Ronet. Mixage, Michel Kreis. Avec Jean-Paul Fargier, Anne-Marie Faure, Daniel Yegui, André Grasset, Yvonne Mignot-Lefebvre, Marcel Moiroux, Carole Roussopoulos, Paul Roussopoulos et Johanna Vieder. Merci à Laetitia Puertas et Nicole Fernandez-Ferrer du Centre audiovisuel Simone de Beauvoir. À Anne-Marie Duguet pour son livre Vidéo, la mémoire au point. Hachette 1981. Merci à toutes et à tous pour leurs vidéogrammes et leur participation. Fin d'une époque, début d'une autre. C'est vrai, aujourd'hui, tout le monde filme tout. Un truc marrant, c'était pendant l'ouverture des Jeux Olympiques. Un athlète sur deux avait son appareil numérique ou son téléphone portable. Et il prenait des trucs et puis il téléphonait en direct à sa famille. Il dit « Tu as vu, je suis en train de passer dans les caméras, tout ça, tu me vois, etc. » Il faisait du reportage en direct, lui-même. Tout le monde est devenu une sorte de, par le téléphone portable, un reporter de sa propre vie, quoi.